Bienvenue sur l'envers des icônes. Imaginez une arène bondée, l'air chargé d'électricité, des champions de karaté, des journalistes, des curieux du monde entier. Nous sommes en 1967, au Long Beach International Karate Tournament, et peu de gens en Occident ont déjà vu du vrai kung-fu en combat réel. Un jeune homme s'avance sous les projecteurs, Bruce Lee. Il commence par des démonstrations ludiques, des pompes sur 2 doigts, des coups de pied fulgurants, des mouvements si rapides que l'œil humain peine à les suivre. Puis vient le défi qui marquera l'histoire. Un combat de quelques secondes seulement, mais qui réécrira à jamais les règles des arts martiaux. Son affrontement record contre le champion Victor Moore a changé le karaté pour toujours. Aujourd'hui, nous plongeons dans ce moment légendaire, dans les origines de Bruce Lee, dans sa philosophie révolutionnaire, dans les images d'archives rares qui montrent un homme en avance sur son temps. Comment un jeune Chinois a-t-il prouvé au monde entier que le kung-fu n'était pas une danse, mais une arme redoutable? Comment un simple tournoi a-t-il donné naissance au MMA moderne? Et pourquoi, plus de 50 ans après, parle-t-on encore de ce combat? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler les images réelles du combat, les témoignages des champions présents, et l'héritage indélébile de Bruce Lee. Si vous aimez les histoires de légendes, de combats mythiques et de philosophie qui changent la vie, cette vidéo est pour vous. Likez, abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez dans l'épopée de Bruce Lee à Long Beach en 1967. C'est parti! Avant les projecteurs, avant que Bruce Lee ne devienne une icône mondiale, il n'était qu'un jeune homme cherchant à faire ses preuves dans un monde qui ne connaissait pas encore son nom. Né le 27 novembre 1940 à San Francisco, mais élevé dans les rues animées de Hong Kong, Bruce grandit dans une culture où les arts martiaux étaient bien plus qu'un sport. C'était la survie, la discipline, l'identité, et une bouée de sauvetage dans une ville qui menaçait de l'écraser. Adolescent, Bruce se retrouve constamment dans des bagarres de rue. Il est rapide, audacieux, intrépide, mais il manque de direction. Cette direction arrive quand il commence à s'entraîner au Wing Chun Kung Fu sous la tutelle du légendaire maître Ip Man. Le Wing Chun est différent des styles flamboyants vus dans l'opéra chinois. C'est un art de combat rapproché, pratique, conçu pour le vrai combat. Bruce absorbe ses leçons comme une éponge. Gardez les mouvements simples, attaquez directement, ne gaspillez jamais d'énergie. Mais même à cette époque, il pose des questions. Pourquoi bloquer d'une certaine manière quand une autre serait plus rapide? Pourquoi se limiter à un seul style quand chaque technique a quelque chose à enseigner? Quand Bruce retourne aux États-Unis à la fin des années 1950, il emporte bien plus que des connaissances martiales. Il porte une curiosité insatiable et une détermination farouche à prouver que le kung-fu n'est pas une tradition ancienne figée, mais un système de combat vivant, respirant, évolutif. À Seattle, il ouvre une petite école d'arts martiaux. Plus tard, à Oakland et Los Angeles, ces écoles grandissent. Il forme des élèves de tous horizons, boxeurs, pratiquants de karaté, même des acteurs d'Hollywood qui veulent apprendre ses méthodes. Sa philosophie commence déjà à prendre forme. Les arts martiaux doivent s'adapter, évoluer, couler, et non être prisonniers de schémas rigides. Pourtant, le monde des arts martiaux en Amérique n'est pas convaincu. Le karaté explose en popularité. Le judo est respecté. La boxe a sa place établie dans les sports de combat. Mais le kung-fu? Pour beaucoup, il sonne exotique, mystérieux, peut-être même impraticable. Les gens se demandent, ce jeune homme mince et énergique peut-il vraiment tenir tête aux champions de karaté de l'époque? C'est pourquoi les tournois deviennent le terrain de preuve de Bruce. Il ne s'agit pas de trophées ou de médailles. Il s'agit de montrer, devant des audiences bondées et des experts sceptiques, ce qu'il peut réellement faire. Son premier grand coup d'éclat arrive en 1964 au Long Beach International Karate Tournament, où il stupéfie la foule avec son coup de poing d'1 pouce et ses frappes ultra rapides. Mais 3 ans plus tard, en 1967, il revient à Long Beach. Il est plus affûté, plus rapide, et prêt à montrer une facette de lui-même qui changera l'histoire du combat pour toujours. Le Long Beach Karate Tournament de 1967. À l'été 1967, Bruce Lee n'est plus un visage curieux dans la foule. Il a déjà laissé une impression à Long Beach 3 ans plus tôt, mais maintenant, il revient avec un objectif clair. La communauté des arts martiaux est devenue sceptique quant à la praticité du kung-fu. Le karaté domine la scène américaine. Le judo a le prestige olympique, et la boxe est solidement établie comme le roi des sports de combat. La question qui bourdonne dans l'arène est simple. Bruce Lee peut-il prouver que le kung-fu n'est pas seulement une performance, mais un vrai combat? Le tournoi lui-même est rempli de talent. Des champions comme Chuck Norris, Mike Stone et Joe Louis sont présents.
Ces hommes sont des noms connus dans le monde du karaté, déjà célèbres pour des performances records dans des tournois à travers le pays. Si Bruce trébuche ici, devant de tels champions légendaires, sa réputation pourrait ne jamais s'en remettre. Mais Bruce n'arrive pas timide ou hésitant. Il commence par des exploits de force et de contrôle. D'abord, ses fameuses pompes sur 2 doigts. Avec son corps parfaitement aligné et ses doigts droits comme des tiges, il descend jusqu'au sol et se relève, en équilibre uniquement sur 2 doigts. Des exclamations parcourent le public. Même les artistes martiaux chevronnés sont stupéfaits. Ce n'est pas un tour de cirque. C'est la preuve d'une puissance fonctionnelle brute, construite par des années de discipline. Mais il n'a pas fini. Il se bande les yeux et invite son élève Tech Kimura sur scène. Ce qui suit est une masterclass de contrôle. Kimura lance des coups de poing et de pied. Bruce les intercepte avec aisance et esquive les attaques comme s'il pouvait les sentir avant qu'elles n'arrivent. Pour la foule, c'est déconcertant. Comment quelqu'un peut-il combattre efficacement sans vue? Pour Bruce, c'est la preuve que la maîtrise repose sur l'instinct, le timing et l'adaptabilité, pas sur une forme rigide. Alors que les démonstrations continuent, le bourdonnement dans la foule grandit. Ce jeune homme est-il vraiment aussi inarrêtable qu'il en a l'air? Les champions de karaté dans le public se penchent en avant, attendant le moment où Bruce affrontera quelqu'un à égalité. Et c'est là qu'une nouvelle figure entre en scène, Victor Moore. Vic est un champion du monde de karaté à 4 reprises et ceinture noire de 10e degré. Il n'est pas seulement respecté, il est craint. Moore a bâti sa réputation dans les arènes les plus dures, battant certains des meilleurs combattants du monde. Si quelqu'un peut exposer Bruce Lee, c'est bien lui. Ce qui se passe ensuite sera remembert pour toujours. En quelques secondes seulement, le défi légendaire de vitesse entre Bruce Lee et Vic Moore va se dérouler. Et il a été capturé dans des images réelles qui choquent encore aujourd'hui les historiens des arts martiaux. Le défi légendaire de vitesse avec Vic Moore. Quand Vic Moore s'avance au Long Beach International Karate Tournament de 1967, l'atmosphère change. Moore n'est pas un simple concurrent. C'est un champion du monde de karaté à 4 reprises, une ceinture noire de 10e degré, et un combattant avec un palmarès qui en fait l'un des hommes les plus respectés de l'histoire des arts martiaux. Si Bruce Lee n'est qu'un performeur flashy, Moore est l'homme pour le prouver. La foule est sur le point d'assister à un combat qui pourrait décider de la crédibilité de Bruce pour toujours. Bruce explique les règles calmement. Il va lancer un coup de poing. Si Vic Moore parvient même à toucher sa main pendant qu'elle arrive, Bruce admettra la défaite. Pas besoin de KO, pas de combat prolongé, juste un contact. Cela peut sembler simple. Après tout, chaque combattant entraîné pratique le blocage des frappes. Mais le test n'est pas sur la force. Il est sur la vitesse. Une vitesse à un niveau que la plupart n'avaient jamais vu auparavant. Quand Bruce prend sa garde, il semble à peine bouger. Puis, dans un éclair, son poing jaillit comme la foudre, s'arrêtant juste avant le visage de Moore. Le coup est venu et reparti avant que Moore ne puisse réagir. Des exclamations fusent du public. Bruce se replace et essaie à nouveau, même résultat. La main de Moore ne quitte jamais sa garde. Elle est figée par l'impossibilité du défi. Bruce répète l'exercice encore et à chaque fois, sa main glisse à travers les défenses de Moore. Les images réelles de ce moment, préservées après toutes ces années, restent l'un des enregistrements les plus convaincants des capacités de Bruce. Même ralenti, les caméras peinent à suivre son mouvement. Ses frappes sont trop rapides pour l'œil humain. Ce que le public a vu en quelques secondes a été étudié par les artistes martiaux pendant des décennies. Des années plus tard, Vic Moore affirmera avoir bloqué certains de ses coups et même en avoir porté quelques-uns. Mais voici le problème, aucune autre image ou témoin oculaire n'a jamais confirmé cette version des faits. Des centaines de spectateurs, dont des champions de karaté comme Chuck Norris et Joe Louis, ont vu la même chose. Le champion du monde n'a pas pu poser un doigt sur Bruce Lee. Pour beaucoup, le débat s'est terminé là. Ce qui rend ce défi légendaire, ce n'est pas seulement le résultat, c'est les implications. Dans l'histoire des arts martiaux, les tournois étaient souvent une question de points, de frappes mesurées et de techniques contrôlées. Bruce, lui, ne s'intéressait pas au scoring de points. Il voulait montrer à quoi ressemblait le vrai combat. Sa philosophie était simple, intercepter l'attaque avant même qu'elle n'arrive. Ce principe est devenu le cœur de son propre style d'arts martiaux, le Jeet Kune Do, qui se traduit littéralement par « la voie du point qui intercepte ». Et intercepter, il l'a fait. Les défenses de Moore, affûtées par des années de tournois de karaté, n'étaient pas suffisantes face à la vitesse record de Bruce. Il ne s'agissait pas de force brute ou de taille.
Bruce était plus petit et plus léger. Il s'agissait de timing, de précision et de réflexe si aiguisés que dès qu'un adversaire pensait bouger, Bruce était déjà là. La foule à Long Beach est repartie sans aucun doute. Ils avaient vu quelque chose d'inoubliable. Un combat qui n'a duré que quelques secondes, mais qui a réécrit ce que les artistes martiaux croyaient possible. Les images de Bruce Lee surpassant un champion du monde restent l'un des clips les plus rares et légendaires de l'histoire des arts martiaux. C'est le moment qui a transformé Bruce d'une étoile montante en un champion incontestable. Et cela a prouvé que son influence s'étendrait bien au-delà d'un seul tournoi. Mais Bruce ne se résumait pas à la vitesse. La partie suivante de sa démonstration allait montrer une autre facette de sa maîtrise, la puissance. Si la vitesse le rendait intouchable, son coup de poing d'un pouce record allait montrer pourquoi chaque frappe qu'il portait pouvait être dévastatrice. Le coup de poing d'un pouce et au-delà. La vitesse seule ne fait pas un grand combattant. Après tout, à quoi sert d'être le plus rapide dans la pièce si votre frappe ne fait aucun dégât? Bruce Lee le savait, et c'est pourquoi il a travaillé sans relâche pour combiner vitesse et puissance record. Son exemple le plus célèbre, le coup de poing d'un pouce, était un spectacle qui déconcerte encore les publics aujourd'hui. Au tournoi de Long Beach, après avoir stupéfié la foule avec son duel contre Vic Moore, Bruce se tourne vers une démonstration qui semble presque impossible. Il se tient devant un grand volontaire, place son poing à seulement un pouce de la poitrine de l'homme, et l'avertit de se préparer. Puis, avec un mouvement court et explosif, Bruce délivre un coup qui envoie l'homme voler en arrière sur plusieurs mètres, percutant les spectateurs. La foule devient hystérique. Même quand les images sont ralenties, on voit que le corps de Bruce bouge à peine. Pourtant, la force est indéniable. Comment a-t-il fait? Ce n'était pas de la magie. C'était de la biomécanique. Bruce avait étudié comment générer une force maximale avec un mouvement minimal. Il entraînait sans relâche ses fibres musculaires à contraction rapide et avait développé la capacité d'exploser sur commande. Il utilisait ses hanches, ses épaules et ses jambes en parfait unisson et canalisait l'énergie à travers tout son corps jusqu'à son poing en une fraction de seconde. Il empruntait même des concepts à l'escrime, traitant le coup comme une poussée d'épée, nette, directe et imparable. C'était différent de ce que la plupart des combattants de karaté ou de boxe pratiquaient à l'époque. En boxe, la main forte est gardée en arrière pour délivrer des crosses ou des crochets chargés de puissance. Bruce a renversé cette idée. Il a fait de sa main avant l'arme, rapide, précise et étonnamment forte. C'était une pensée de combat inversée, et cela lui donnait un avantage que personne ne pouvait anticiper. Le coup de poing d'un pouce n'était pas seulement pour le spectacle. Il prouvait qu'une force dévastatrice pouvait venir d'une économie de mouvement. Pas d'énergie gaspillée, pas de grand élan, juste une efficacité pure. C'était la philosophie de Bruce. Combattre plus intelligemment, pas plus dur. Et tandis que les champions de karaté s'appuyaient sur des katas bien rodés et que les boxeurs entraînaient des combinaisons pour submerger leurs adversaires, Bruce montrait qu'une seule frappe lancée avec un timing parfait pouvait terminer un combat en quelques secondes. La science moderne a confirmé plus tard la puissance derrière cette technique. Des études sur les boxeurs ont montré que les coups de poing peuvent générer plus de 1000 livres de force. Le coup de poing d'un pouce de Bruce, bien qu'il n'ait jamais été mesuré en conditions de laboratoire, était estimé par les experts pour rivaliser ou même dépasser ces chiffres malgré la portée minuscule. Pas étonnant que ces démonstrations soient devenues légendaires. Mais voici le point plus profond. Pour Bruce, le coup n'était pas qu'un stunt. Il symbolisait sa conviction que les arts martiaux devaient être une question d'efficacité, pas de tradition. Pourquoi perdre du temps sur des mouvements élaborés si une frappe directe pouvait terminer le combat? Cette pensée formerait la base du Jeet Kune Do, la philosophie des arts martiaux qu'il était sur le point de dévoiler au monde. La naissance du Jeet Kune Do. La vitesse et la puissance de Bruce Lee étaient époustouflantes. Mais il ne voulait jamais être remembré seulement pour des coups flashy ou des exploits records. Pour lui, le combat n'était que la surface. Ce qui importait le plus, c'était la philosophie en dessous. Il croyait que les arts martiaux devaient évoluer au-delà des styles rigides et des traditions. Cette conviction est devenue la graine du Jeet Kune Do, un système qui changerait le combat pour toujours. À l'époque, le karaté, le judo et le kung-fu étaient souvent enseignés avec des règles strictes. Les pratiquants drillent des katas, mémorisaient des formes et restaient loyaux à leur style choisi. Bruce respectait la tradition, mais il voyait aussi les limites. Et si un mouvement était beau en pratique mais échouait dans un vrai combat? Pourquoi se limiter à une seule école de pensée quand le monde offrait d'innombrables techniques? Il était direct à ce sujet.
Absorbez ce qui est utile, rejetez ce qui ne l'est pas, et ajoutez ce qui est uniquement vôtre. Le Jeet Kune Do, ou la voie du point qui intercepte, était sa réponse. Au lieu d'être lié à un seul style d'arts martiaux, Bruce encourageait les combattants à emprunter, adapter et personnaliser. Du Wing Chun, il gardait les coups de poing en chaîne et les blocages d'interception. De la boxe, il prenait le jeu de jambes et le rythme. De l'escrime, il absorbait l'idée des poussées directes. Du judo et du grappling, il apprenait le contrôle et le levier. Il cousait tout cela ensemble en quelque chose de nouveau, une méthode de combat qui valorisait la liberté sur la forme. Mais le Jeet Kune Do n'était pas seulement sur le combat physique. Il était mental aussi. Bruce disait souvent, le plus grand adversaire n'est pas la personne en face de vous. C'est vous. Le doute, la peur, la colère et la rigidité. Ce sont les vrais ennemis. Son histoire célèbre de la tasse vide expliquait cela le mieux. Si votre esprit est déjà plein d'idées fixes, vous ne pouvez rien absorber de nouveau. Pour vraiment grandir, vous devez d'abord vider la tasse. C'est là que vient sa métaphore la plus célèbre. L'eau. Soyez comme l'eau. Coulez quand vous devez, écrasez quand il le faut. Ne résistez pas et ne vous accrochez pas à la forme. Adaptez-vous à tout ce que vous affrontez, que ce soit en combat ou dans la vie. Cette mentalité était révolutionnaire à l'époque. Pour beaucoup d'artistes martiaux, cela sonnait presque comme une hérésie. Mais Bruce n'avait pas peur de la controverse. Il construisait un chemin qui inspirerait les combattants pour des générations. Et rien ne le prouvait mieux que les rares images réelles de Bruce en sparring avec des élèves où sa philosophie prenait vie en mouvement. Fluide, imprévisible et dévastateur. Sparring et démonstration. L'une des choses les plus fascinantes sur l'héritage de Bruce Lee est la rareté des images de combat réels de lui. La plupart de ce que les gens connaissent vient des films, des histoires ou des démonstrations. C'est pourquoi les clips rares du Long Beach International Karate Tournament de 1967 sont si précieux. Ils ne montrent pas seulement un artiste martial en performance. Ils montrent Bruce Lee en combat. Dans les images, Bruce est facile à repérer. Il porte une sangle blanche dans le dos pour se distinguer de son adversaire étudiant. L'élève ouvre avec un coup de pied latéral tranchant, un mouvement qui pourrait terrasser la plupart des combattants, mais Bruce l'intercepte instantanément. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le cœur du Jeet Kune Do. Tout l'intérêt était d'arrêter une attaque avant qu'elle n'ait une chance d'atterrir, et Bruce le faisait paraître effortless. L'élève avance avec une rafale de coups de pied, mais Bruce les esquive, se déplaçant juste assez pour neutraliser les frappes. Puis vient une volée de coups de poing visant le visage de Bruce. La foule s'attendait à ce qu'il bloque ou recule, mais au lieu de cela, Bruce contre avec 2 coups de poing ultra rapides de son cru. Ils atterrissent proprement et son adversaire chancelle en arrière. Ce qui suit est encore plus révélateur. L'élève essaie à nouveau, cette fois en mélangeant des feintes et des coups droits, mais Bruce est prêt. Il bloque, puis envoie un puissant coup de genou droit vers la tête de son adversaire. L'équipement de protection absorbe l'impact, mais tout le monde regardant savait. Sans ce rembourrage, cela aurait pu être un chaos. Le combat continue, mais l'issue est déjà claire. Bruce domine chaque échange. Il est toujours un pas en avant. À un moment, alors que son adversaire lance un autre coup de poing, Bruce frappe en premier, atterrissant un tir propre au visage, puis le balaie au sol. Le coup de suivi, retenu mais précis, rendait cela évident. Si cela avait été un vrai combat, cela se serait terminé là. Ce qui frappe dans les images n'est pas seulement la vitesse ou la précision de Bruce. C'est son contrôle. Il n'essayait pas d'humilier son élève ou de prouver qu'il était invincible. Il enseignait et montrait à la foule à quoi devraient ressembler les arts martiaux en combat réel. Rapide, décisif et efficace. Pas de mouvements gaspillés, pas d'échanges prolongés, juste une domination complète par le timing et l'adaptabilité. Pour les champions de karaté dans le public, des gens comme Chuck Norris, Mike Stone et Joe Louis, c'était une révélation. Ils s'étaient entraînés pendant des années dans des systèmes structurés, maîtrisant les katas et les règles de tournoi. Mais Bruce leur montrait quelque chose de différent. Il montrait à quoi ressemblait le combat sans règles. Et cette influence allait se répercuter à travers l'histoire des arts martiaux, posant essentiellement les bases de ce que nous appelons maintenant les arts martiaux mixtes. Bruce Lee ne prétendait pas être imbattable. Mais dans ces rares secondes d'images réelles, le monde a vu à quel point il était en avance sur son temps. Et de là, son influence n'a fait que grandir. Elle a façonné des champions, des tournois et la définition même du combat. Influence sur l'histoire des arts martiaux. Les images de Long Beach n'ont pas seulement impressionné la foule.
Elles ont planté des graines qui grandiraient en l'un des plus grands changements de l'histoire des arts martiaux. Jusqu'alors, la plupart des combattants en Amérique s'entraînaient dans des styles clairement définis. Les combattants de karaté restaient avec le karaté. Les boxeurs boxaient. Les spécialistes de judo grappelaient. Tout le monde avait sa voix. Traverser dans un autre style était presque inouï. Bruce Lee a brisé ce mur en montrant aux champions de karaté que le kung-fu n'était pas seulement théâtral mais brutalement efficace. Il les a forcés à repenser ce que le combat pouvait être. Chuck Norris, Joe Louis et Mike Stone, des noms qui définissaient le circuit des tournois de karaté, étaient tous dans ce public. Ils ont vu Bruce intercepter des coups de pied, frapper avec une vitesse éclair et s'adapter sans effort aux attaques de son élève. Des années plus tard, beaucoup de ces hommes ont admis que Bruce avait eu une influence profonde sur la façon dont il s'entraînait et combattait. Joe Louis, souvent appelé le père du kickboxing américain, a plus tard crédité Bruce de l'avoir aidé à développer des stratégies combinant karaté et boxe. Chuck Norris, qui deviendra champion du monde à 6 reprises, s'est entraîné en privé avec Bruce et a incorporé des parties de sa philosophie dans son propre enseignement. Même Mike Stone, connu pour son style de karaté agressif, a parlé de l'impact des idées de Bruce sur le mélange d'efficacité et de tradition. Mais l'influence de Bruce allait au-delà des combattants individuels. Il a aussi pavé la voie aux arts martiaux mixtes. Son idée d'emprunter à chaque style, de prendre le meilleur de la boxe, du judo, de la lutte, de l'escrime et du kung-fu était révolutionnaire dans les années 1960. Aujourd'hui, c'est la fondation de l'UFC et du MMA moderne. Les combattants s'entraînent dans de multiples disciplines parce qu'ils savent que la spécialisation ne suffit pas. Ce concept venait directement du Jeet Kune Do de Bruce Lee. Et puis il y a sa philosophie, la partie qui a atteint bien au-delà du ring. Soyez comme l'eau, mon ami. Ce n'était pas seulement une phrase accrocheuse. C'était une façon de vivre. Bruce enseignait qu'un combattant comme l'eau devait s'adapter à n'importe quelle forme, couler dans n'importe quelle ouverture et ne jamais s'accrocher à la forme. En combat, cela signifiait rester imprévisible. Dans la vie, cela signifiait embrasser le changement au lieu de lui résister. Cette leçon a résonné avec les athlètes, les acteurs, les leaders d'entreprise et les gens ordinaires qui voyaient en Bruce un modèle de flexibilité et de résilience. Le combat de Long Beach, qui n'a duré que quelques secondes, est devenu un symbole. Il a montré que les arts martiaux n'étaient pas une question de qui pouvait mémoriser le plus de mouvements. C'était une question de qui pouvait penser, s'adapter et frapper quand cela comptait. De cette façon, Bruce est devenu plus qu'un champion. Il est devenu un enseignant pour quiconque voulait maîtriser à la fois le combat et soi-même. Et c'est pourquoi, des décennies plus tard, nous revenons encore à ce tournoi légendaire, à cette tranche d'image réelle pour nous souvenir de l'homme dont l'influence durera pour toujours. Le combat légendaire de Bruce Lee à Long Beach sera toujours remembré. Il était rapide et choquant, oui, mais il symbolisait aussi la liberté. Liberté des styles rigides, liberté du doute, liberté de devenir quelque chose de plus grand. Et c'est pourquoi, même des décennies après son décès, Bruce Lee reste ce qu'il était cette nuit-là, un champion. Le combat légendaire de Bruce Lee à Long Beach n'a duré que quelques secondes, mais a changé les arts martiaux pour toujours. Quelle a été, selon vous, sa plus grande influence? La vitesse, la puissance ou la philosophie? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires. Nous aimerions savoir. Pour l'instant, nous sommes partis d'ici.